Retour à l'activité qui vous demandait de lister les différents types de transfert d'énergie thermique entre l'organisme humain et son environnement. Alors la vidéo précédente a été tournée à l'aide d'une caméra thermique, c'est-à-dire une caméra qui enregistre les rayons infrarouges, et vous avez pu constater que leur intensité diminuait avec le temps. Et à mesure que le corps se refroidissait, bien sûr. Deuxième source de déperdition thermique, la convection. Vous avez sans doute remarqué le vent glacial qui agitait les vêtements de la personne qui se livrait à l'expérience. Eh bien, les déplacements d'air, ils ont tendance à refroidir plus rapidement l'organisme. Enfin, la conduction, qui est un phénomène relativement peu important chez l'être humain, puisque ça suppose le contact direct avec un matériau froid. Donc, généralement, on évite plutôt de faire ça, à moins vraiment de le faire exprès, ce qui était le cas lorsque le sujet a apposé ses mains glacées sur son torse. Dernière modalité de perte d'énergie thermique, pas forcément visible sur la vidéo, c'est celle qui est illustrée sur ces deux photos. Alors l'organisme rejette de l'eau sous la forme de vapeur lors de l'expiration, ou sous forme liquide lors de la sudation, mais dans les deux cas, l'eau finira par s'évaporer, qu'elle soit émise par les voies respiratoires ou à travers la peau. Et avec tout ça, on a déjà répondu à une partie de la consigne 1, mais il reste quand même une question essentielle. Si l'organisme perd de la chaleur, alors d'où viennent les apports thermiques? Puisque je rappelle qu'il y a un équilibre entre les apports et les déperditions. Alors, l'adjectif thermique, il a une étymologie grecque, mais si on utilise un synonyme de thermique qui dérive du latin, ça donne calorique. Et ça, c'est un terme qu'on associe généralement à la nourriture. Les aliments, bien sûr, fournissent de l'énergie à l'organisme qui les consomme. Si on regarde cette étiquette de valeur nutritionnelle, on constate que 100 g de pâtes apportent une énergie de 1508 kJ. Ça, c'est la valeur qu'on peut lire ici. Et vous avez aussi la correspondance en kilocalories, qui est une autre unité pour exprimer l'énergie, 356 kilocalories. Il y a donc un facteur de conversion pour passer de l'un à l'autre, et celui-ci est égal à 4,18. Enfin, je veux dire, une calorie est égale à 4,18 joules. Et comme vous le savez aussi, d'après une relation vue en physique, on peut relier l'énergie, en joules ou en calories, à la puissance en watts. Ainsi, 1 joule par seconde est égal à 1 watt. Alors cette équivalence, elle vous est rappelée dans l'énoncé, donc même si vous n'avez pas la formule en tête, eh bien rien n'est perdu. Notez quand même ça dans un coin parce que on en aura besoin plus tard pour faire des calculs. Enfin, je rappelle aussi qu'il existe 3 catégories de constituants alimentaires qui fournissent de l'énergie: les lipides, les glucides et les protéines. Une fois digérés, ces constituants alimentaires deviennent des nutriments qui sont absorbés, passent dans le sang et sont directement utilisables par l'organisme. Les nutriments qui ne sont pas directement utilisés pour produire de l'énergie peuvent être stockés dans différents organes. Alors par exemple, le glucose, il est stocké sous forme de glycogène dans les muscles ou dans le foie, et les acides gras, quant à eux, on les retrouve surtout sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Bien sûr, ces réserves sont mobilisables en cas de besoin, et on va avoir ainsi un taux de nutriments qui est régulé dans la circulation sanguine. Ces nutriments, on a cité notamment le glucose et les acides gras, mais il y en a d'autres. Ces nutriments peuvent être transformés par des réactions biochimiques que vous connaissez. La plus connue de toutes utilise le dioxygène et produit du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'ATP. Alors l'ATP, c'est cette molécule qui constitue une forme de stockage de l'énergie chimique. Vous reconnaissez peut-être au passage la structure d'un nucléotide. Alors ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Regardez bien la molécule, vous avez une base azotée, l'adénine, un sucre, le ribose, et 3 groupements phosphates. Ça, c'est la structure typique d'un nucléotide. Alors, au-delà de la synthèse d'ATP, on a aussi de l'énergie thermique qui est produite au cours de cette réaction. Réaction, bien sûr, qui n'est autre que la respiration, qui se fait donc en présence de dioxygène.
En absence de dioxygène, dans des conditions qu'on qualifie d'anaérobie, certains nutriments peuvent être transformés grâce à la fermentation, qui va produire typiquement de l'acide lactique et à nouveau de l'ATP et de l'énergie thermique. Alors, le rendement énergétique de la fermentation, il est cependant beaucoup plus faible que celui de la respiration. L'ATP, on l'a dit, c'est une forme de stockage de l'énergie, et pour libérer celle-ci, des enzymes cellulaires sont capables de couper la molécule d'ATP à ce niveau-là, et c'est-à-dire qu'elles enlèvent le groupement phosphate en position terminale. Donc ça libère un phosphate et ça produit de l'ADP, adénosine diphosphate. Cette réaction de destruction de la molécule se fait impérativement en présence d'eau et c'est ce qu'on appelle une réaction d'hydrolyse. Donc c'est vraiment la rupture de cette liaison dans la molécule qui libère de l'énergie directement utilisable par l'organisme, par exemple pour, contracter des muscles. Et là encore, l'hydrolyse de l'ATP s'accompagne d'une production de chaleur. Si on veut résumer tout ça en un seul mot, c'est le métabolisme énergétique qui apporte de la chaleur, qui produit de la chaleur dans l'organisme humain. Cette chaleur, elle est donc essentiellement générée dans les organes internes et elle est communiquée au sang, puisque à peu près partout, on trouve des réseaux de capillaires, ces petits vaisseaux sanguins très fins qui irriguent les organes. Donc il y a des échanges à l'intérieur du corps, c'est ce qui est illustré ici, avec un certain nombre de viscères thoraciques et abdominales, alors tout ce qui est appareil digestif, cœur, poumons, muscles, système nerveux aussi. Ça constitue un compartiment central qui est à 37 degrés Celsius, et ce compartiment échange de la chaleur avec la périphérie qui est un tout petit peu plus froide. La périphérie, c'est essentiellement la peau et le tissu sous-cutané. Et ce qui permet de faire circuler la chaleur entre ces deux compartiments, bien sûr, c'est la circulation sanguine. Alors, la consigne vous demande également de construire un schéma fonctionnel qui représente tout ça, tout ce dont on a parlé. Alors pour faire ça, on va grandement simplifier les choses. Ici, j'ai représenté l'organisme avec un compartiment central chaud et un compartiment périphérique plus froid, mais finalement, on peut sans doute faire encore plus simple avec cette représentation, qui est presque abstraite, qui figure non pas une cellule, mais un organisme humain. Le code couleur reste le même, avec une différence de température entre le centre, le noyau, et l'enveloppe périphérique. Je donne un titre pour que ce soit plus compréhensible, représentation schématique des flux d'énergie thermique au sein d'un organisme humain et entre cet organisme et le milieu extérieur. Comme ça, on comprend mieux de quoi on parle. Je rajoute aussi quelques éléments, quelques flèches, afin de matérialiser les flux d'énergie, et on va compléter tout ça, bien sûr. Alors ça, j'en ai plus besoin, ça, je le centre bien au milieu, et j'ai du coup, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments à compléter. Alors vous pouvez peut-être appuyer sur pause pour recopier tranquillement le schéma et essayer de le terminer vous-même avant que je donne les réponses. Bon, on va supposer que c'est fait, et je vais donner la correction. Alors, on a tout d'abord le métabolisme des organes, des tissus, des cellules, qui produit de la chaleur interne. Celle-ci est ensuite véhiculée dans tout le corps grâce à la circulation sanguine, qui favorise les échanges entre la partie centrale et la partie périphérique. En périphérie, justement, on perd de la chaleur par évaporation, ça c'est ce qui se passe quand on expire ou qu'on transpire, par rayonnement infrarouge, ça on ne s'en rend pas forcément compte, ce sont des rayons qui ne se voient pas, par convection au contact de l'air ou de l'eau, si vous êtes en train de vous baigner, et enfin on peut perdre aussi de la chaleur par conduction, ça c'est quand vous marchez pieds nus sur du carrelage par exemple, vous êtes au contact direct d'un matériau froid et immobile. Voilà, écoutez, ça permet déjà de bien poser les bases. Comme ça, on pourra aborder sereinement la consigne 2 de l'activité. Alors, on fera ça un peu plus tard, et lorsqu'elle sera prête, la vidéo sera cliquable en haut à gauche de l'écran. En attendant, complétez votre cahier et bon travail.